En août 1933, le Courrier d'Inverness, en Écosse, publie une série d'articles concernant un phénomène étrange se déroulant non loin de là, dans les eaux du Loch Ness. Le journaliste Alex Campbell rapportait les paroles d'un automobiliste dont la route avait été barrée par une créature énorme dévalant vers les eaux du lac. Au dire du témoin, George Spicer, l'animal bloquant la route mesurait plusieurs mètres de long, arborant un long cou et sans pattes visibles. Dans sa gueule, la bête traînait la carcasse d'un mouton qu'elle s'est empressée d'entraîner vers les profondeurs du lac 1 minute plus tard. Il faut dire que si la construction de la route et du canal de Calédonie avait vu l'augmentation des témoignages se rapportant à une créature vivant sous les flots du Loch, le monstre était déjà connu des habitants, et ce depuis plus d'un millénaire. Déjà au VIe siècle, des écrits parlaient d'un kelpie ou un esprit aquatique résidant sous sa surface. De plus, bien que le Loch soit le plus connu et de loin le mieux documenté, les eaux noires des lacs profonds partout à travers le monde ont toujours abrité certains des plus célèbres monstres fantastiques. Ok, bienvenue à ces monstres dans le placard du mois d'août. J'allais dire les derniers monstres dans le placard de l'été, mais c'est pas vrai, parce que la prochaine pleine lune au mois de septembre est le 20 septembre, donc avant l'arrivée de l'automne. Sabrina, bienvenue. Hey Simon, comment ça va? Ça va, on ne peut mieux parce que aujourd'hui, on parle d'un sujet qui, moi, quand j'étais petit, me fascinait beaucoup. Oui! Moi aussi. Excusez, je C'est, suis excitée. c'est ça, c'est très bien parce que on parle des monstres. On parle de, mais bien sûr parce qu'on parle toujours des monstres, mais on parle de monstres spécifiques, des monstres des lacs. Oh no, Yes. oh no, oh no. Some say he smells like feet. And if you're real, Ogopogo, please do not eat me. Sabrina, pour commencer cet épisode, t'as réagi quand j'ai dit que moi, quand j'étais jeune, ça m'intéressait beaucoup. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est pour toi, les Pour monstres des moi, lacs? pour moi, le monstre des lacs, en fait, moi, quand j'étais enfant, je voulais être paléontologue. C'était le premier métier que je voulais faire. Ouh! Alors, quand je me suis mis à lire sur les monstres des lacs et à avoir des reportages, des trucs sur justement le mythe en question, je me disais peut-être qu'il y a encore des dinosaures qui existent et je trouvais ça vraiment trippant. Et comme l'eau, ça a toujours été mon élément, aussitôt que j'allais sur le bord d'un lac, j'espérais apercevoir un monstre marin. Et ça a toujours été un but de jeunesse quand j'allais me staller sur le bord du lac, puis tu y vas le matin, puis là tu regardes, puis t'espères apercevoir quelque chose que t'es pas capable d'expliquer. Alors c'est un monstre que j'affectionne particulièrement. Et ouais, Ah! voilà. C'est un peu similaire pour moi. T'es allé plus loin en voulant devenir paléontologue, mais pour moi, c'est vraiment le monstre, spécialement le monstre lacustre, le monstre des lacs. Euh, c'est, je pense, de tous les monstres qu'on a couverts, je pense que c'est un des rares qui contribue au produit national brut de certaines nations. Parce que c'est vraiment un monstre qui a sollicité de l'intérêt et qui a déplacé des ressources scientifiques et matérielles et humaines pour essayer de prouver ou d'éprouver l'existence. Mhm. Et ça, c'est quand même assez unique dans l'univers des monstres. En fait, on pourrait quasiment dire que les monstres lacustres sont à l'origine de la cryptozoologie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Pour moi, quand j'étais jeune, les monstres lacustres, les monstres de lac, je suis pas très à l'aise dans l'eau, contrairement à toi. Alors pour moi, ça c'était toujours un peu épeurant. Mais, mais je dois dire que c'est quand même, ce que ça représente pour moi, ça représente quand même la fascination pour l'inexpliqué, pour l'au-delà. C'est ça qui me. Je pense que les monstres de lac, je pense au Loch Ness, mais on en a tout plein au Canada, des lacs Ben, avec des monstres dedans. oui, d'ailleurs, on a au-dessus de 60 lacs qui auraient chacun leur monstre et leur légende. D'ailleurs, le Canada est l'endroit au monde où il y a le plus de monstres marins selon tous les témoignages et
les spécialistes, dans le fond. Voilà. On peut quand même être fiers. Et encore plus au Québec, en fait, on en a quand même beaucoup, à peu près une vingtaine de lacs qui auraient leurs bestioles. Wow! Et c'est quand même pas pire. Oh, je savais pas que pour le Québec, je savais pas qu'il y en avait à Ouais. ce point-là. Mais Yes. il y en a beaucoup à travers le monde des monstres marins, puis pas des monstres marins, des monstres lacustres. Et il y en a toujours qui... et vraiment, ça attire la fascination plus que la peur. C'est un monstre qui attire plus qu'il repousse. Et pour moi, ça c'est vraiment l'appel du monstre lacustre. Et... c'est difficile de retourner aux origines d'une bestiole comme ça parce que c'est tellement varié. Il y en a qui sont d'origine celte, il y en a qui sont d'origine Première Nation, qui viennent de différentes places à travers le monde. Oui, tout à fait. Il y en a tout plein. Mais je pense que justement, les Premières Nations, les légendes, les peuples là, qui les connaissaient avant nous, je pense que c'est un peu ça la provenance. Là. Je pense au peuple des Premières Nations qui connaissaient le monstre du lac Memphremagog sous le nom d'Anaconda. Donc, c'est quand même eux qui ont été les premiers à en parler, à avoir ça dans leur légende. Et ce qui est étonnant, c'est qu'un peu partout dans le monde, le profil du monstre de lac est presque toujours le même. Absolument. Et ça fait qu'il y a comme, ah, comment ça? Est-ce que tout le monde voit la même bestiole? Et, et c'est pour ça qu'on est quand même capable de retracer que certaines fois les origines. Les origines. Alors, les origines! Oui, oui. Oui. Vas-y. Ok, d'accord, je savais pas. On s'est pas donné le go. Go! C'est trop énervant. Oui, bon, pour les monstres lacustres, il y a beaucoup, beaucoup d'origines. On a parlé un peu, mais je vais te laisser un peu plus sur les différents monstres qui habitent le Canada. Moi, je veux parler... bien sûr, quand on parle de monstres de lac, on part ici du Loch Ness. C'est le plus connu, c'est la superstar, Nessie. Merci. Et ce qui est étonnant, c'est que avant que le monstre du Loch Ness s'appelle Nessie, il y avait une créature dont on a déjà brièvement parlé à l'émission, qui était le Kelpie. Ah! Oui. Et c'était les monstres de l'Écosse, un petit peu de l'Irlande, mais surtout de l'Écosse. En fait, à une certaine époque, il était réputé qu'aucun lac en Écosse n'avait pas son kelpie. Qu'est-ce que c'est un kelpie? C'est un cheval de rivière, un cheval d'eau, un cheval de lac. C'est un esprit des lacs et des rivières. Et ça prend la forme d'un cheval. Et ça, c'est déjà la première chose qui fait notre connexion entre le kelpie et le monstre lacustre tel qu'on l'imagine aujourd'hui. C'est que très souvent, même dans les apparitions modernes, quand les gens voient un monstre, la tête du monstre, souvent ils parlent d'une tête de cheval. Ils parlent de quelque chose qui est similaire à un tête de cheval. cheval ou de crocodile, mais toujours une tête plate. Ouais. Oui, c'est ça. À une tête de cheval. Là. Et ça fait en sorte que la kelpie, c'est comme la version prototype du monstre tel qu'on le connaît. Et en Écosse en particulier, c'était extrêmement, extrêmement populaire, comme j'ai dit. Il y avait tous les lacs avaient leur kelpie. Et ça se promenait. C'était une créature qui pouvait changer de forme. Donc un peu apparenté aux changeurs de forme, aux loups-garous, etc. Mais aussi apparenté à la sirène. Parce que l'eau, mais aussi parce que sa relation avec les humains, c'était des esprits aquatiques qui vraiment avaient toujours leur mot à dire dans les affaires des humains. Bien sûr, je parle de la kelpie parce que c'est la plus documentée, mais il y en a beaucoup d'autres partout dans le monde qui sont très, très, très similaires. La Nixie germanique, le Bakahast scandinave. En Amérique centrale, il y a le Wiwin. Les aborigènes australiens ont le Bunyip. En Islande, disons le Nikur. Et c'est à peu près... ce sont des variantes... je dis des variantes, c'est pas vraiment des variantes, c'est des créatures très, très similaires aux kelpies, donc des esprits aquatiques qui vont souvent entraîner les humains jusqu'au fond de l'eau.
Le kelpie a ça de particulier, par contre, c'est que le kelpie est capable. En fait, la manière dont le kelpie s'y prend pour entraîner ses victimes jusqu'au fond de l'eau, c'est qu'il les prend sur lui. Vous devenez le cavalier du kelpie pendant qu'il retourne dans le lac et qui vous noie. Et il peut s'allonger pour accommoder plusieurs cavaliers. C'est la caractéristique fait première. fait qu'il peut faire des noyades de groupe. C'est un cheval-autobus. C'est un cheval-autobus. Comme le chatobus dans Totoro. C'est comme le chatobus. Version pas cool, tu sais. Mais essentiellement, le kelpie est considéré comme pas cool, il est considéré comme un danger. Il y a beaucoup d'historiens puis de folkloristes qui disent oui, c'est essentiellement pour empêcher que les enfants aient joué proche des lacs et des rivières. Mais il y a une autre version du kelpie qui est, je dis un kelpie, parce que très souvent le kelpie, à l'opposé de la sirène, le kelpie est mâle. Et il y a plusieurs histoires dans lesquelles le kelpie va se transformer et vivre une vie d'humain et tomber en amour avec des humains. Oui, c'est le parallèle que je veux faire avec la sirène parce que c'est quelque chose qu'on associait la dernière fois. Ça. Oui, il y a une histoire du comté de Barra en Irlande à propos d'un kelpie qui aurait pris forme humaine et qui était capable de maintenir sa forme humaine grâce à un collier en argent. Quand c'était un cheval, c'était comme un mort, mais quand il était en humain, ça devenait un collier. Et est tombé en amour avec une jeune fille qui lui a enlevé son collier et donc il est redevenu un cheval et a été placé dans les écuries de son père pendant des années. Et finalement, jusqu'à ce qu'elle elle lui redonne son collier et le kelpie reprend une forme humaine et lui demande est-ce que tu préfères que je sois un cheval ou que je sois un humain et jusqu'à ce que la fille il dit si j'étais un humain, accepterais-tu de m'épouser? Et ça se passe. Mais là, c'est bien cute. Ouais, il y a un C'est rare les légendes qui finissent bien dans les histoires d'amour pour ce genre de créatures-là. C'est souvent ça finit mal. Ça dépend aussi de la version. Dans cette version-là, ça finit bien. Je suis sûr qu'il y a une version qui existe qui finit moins bien. C'est pas possible. C'est ça. C'est ça, donc je voulais parler du kelpie parce que vraiment, on commence à voir apparaître avec le kelpie, pardon, la forme du monstre lacustre tel qu'on le connaît aujourd'hui. La tête de cheval, le corps en long, parce que c'est un cheval-autobus, et le fait qu'il est utilisé un peu comme façon d'empêcher les enfants de se rapprocher trop des cours d'eau dangereux. Ah oui, j'ai oublié de dire ça avant qu'on quitte le domaine du kelpie. La façon d'identifier un kelpie lorsqu'il est en forme humaine, c'est de pouvoir trouver des algues dans ses cheveux. S'il y a des algues dans ses cheveux, c'est suspect. Mais aussi, des fois, un kelpie, c'est pas la... Oui, il a fêté bien fort sur la plage. Ouais. Et un kelpie, mais non. Le hangover. Une grande femme habillée en vert, c'est suspect. Et le top, c'est mon préféré parce que c'est vraiment la forme humaine la moins discrète que j'ai jamais vue. C'est un vieux monsieur sur un pont en train de rapiécer ses pantalons en se jasant à lui-même. C'est un kelpie? C'est un kelpie. Ben voyons. Si vous croisez un vieux monsieur sur un pont... Les vieux radoteux qui rapiècent leur linge. Qui rapiècent leur linge live, c'est un kelpie. Il y a une coupe de kelpie dans Saint-Roch, je peux te le dire. Ah, puis s'il est en forme de cheval, la manière dont vous pouvez l'identifier, c'est que ses sabots sont à l'envers. Donc, si vous essayez de tracer un kelpie, vous allez le suivre à l'envers parce que les sabots sont dans l'autre sens. Ah ouais. Wow. Ça, c'est l'histoire du kelpie écossais. Je sais que, bon, il n'y a pas juste en Écosse qu'il y a des monstres de lac, même si Nessie, c'est la superstar. Alors, on a des lacs ici, qui remontent on a des monstres dans ces lacs qui remontent bien avant Jacques Cartier. Ben, tout à fait. En fait, on peut parler de Champ, de Samuel de Champlain, là, quand même. Le monstre du lac Champlain, qui aurait été aperçu par Samuel de Champlain, qui le décrivait comme un gigantesque serpent de mer. Ah ouais! Ouais, Sam de Champlain, il était là, represent. Quand même.
Donc, entre autres choses, Champ, on a Memphray, le monstre du lac Memphremagog, que Oui, les oui. Amérindiens, justement, connaissaient sous le nom d'Anaconda. Puis en fait, Est-ce que c'est. Je peux poser une question? Est-ce que c'est oui, le original nom Anaconda? Genre, le nom Anaconda désignait cette créature-là? je pense que oui, mais Hein? j'oserais pas m'avancer, mais c'était le nom que les personnes des Premières Nations donnaient. Ah, 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 Alors, voilà. ah. Puis pour Memphray, dans le fond, il y a deux plongeurs qui sont allés dans le lac. En fait, c'est le lac Memphray. Saint-François, je crois, en fait. Ah oui, je pensais que c'était même Magog. Ah ben, C'est j'apprends Memphray ou Saint-François? j'apprends des choses. J'ai Saint-François de noté quelque part. En tout cas, excusez-moi. Donc, apparemment, on parle d'un monstre qui ferait 30 pieds avec une tête de crocodile. Donc, Oh! apparition qui a été faite dans les années 70 et les deux plongeurs ont cessé de plonger après cette apparition-là. Donc, quand même, Oh, ils ont vu sous l'eau! ouais, ça. Hé! Oui, tu dois faire un méchant saut, on va se le dire. Puis, ouais. Il y aurait eu, juste pour Memphray, on aurait eu 133 apparitions qui impliquaient plus d'un témoin. Donc, c'est des gens ensemble qui auraient vu le monstre en question. Mais ces plongeurs-là, là, on passe à l'histoire. Là. Il y a d'ailleurs un très vieux documentaire québécois qui est très, très, très bon là-dessus, justement, où les plongeurs sont interviewés. Je me suis vraiment amusée dans les archives québécoises pour regarder, justement, les, les gars qui témoignent. Je te dis, ça faisait au moins 30 pieds de long, puis c'est assez impressionnant. Sinon, on a Ponic, donc le monstre du lac Ponégamouk, Oh! entre autres choses. Puis, ben, il y en a tout plein, là. Mais je te dirais que c'est pas mal les plus connus. Ben, au Québec, oui, mais au Canada, on a notre propre superstar qui est sans doute la plus connue après Nessie, qui est Ogopogo. Oui, Ogopogo, qui à l'origine s'appelait Naitaka. Oui, Ouais, ça voilà. signifie vénérable esprit des eaux. Voilà, qui Oui. en fait, les peuples des Premières Nations donnaient des offrandes à cette créature. Et évidemment, quand, quand on est arrivé, ben, ça a été démonisé malheureusement. Et le nom a changé à cause d'une chanson, en fait. Oui! Et d'une danse! Une Euh, chanson et une danse qu'un un homme a chanté une chanson sur ce monstre de lac-là en l'appelant le Ogo Pogo Pogo et c'est devenu le Ogo Pogo Ogo Pogo. le Ogopogo, c'est son nom. Ogo Pogo. Ah, je mélangeais avec la méthode Ono Pono Pono. Il J'ai mis trop de y a trop de syllabes. syllabes. Écoute, Oui, mais c'était bref, un type de foxtrot qui a été inventé justement sur la côte ouest. oui. Et on va en entendre un extrait. J'ai trouvé un extrait qu'on va entendre Ah, dans l'émission. yes. Et c'est ça, on va la mettre devant le volet culture. Euh, euh, Super. il y a aussi pour le lac. C'est pour le lac Okanagan, en fait, Ogopogo. Et ce qui est spécial avec Ogopogo, c'est qu'on sait exactement il est où dans le lac. Ah Euh, oui? et on sait qu'il habite. Il y a une petite île qui s'appelle Rattlesnake Island, l'île aux serpents sonnettes, l'île aux vipères. Et il est en dessous de ça. Sa maison est là. Et c'est documenté que ça, c'est la place où Ogopogo dort. Et Wow. ouais, alors c'est une particularité qu'il était attribué. Euh, c'est sans doute le plus connu des monstres natifs à travers le monde. Et c'est celui qui est encore le plus, je dirais, le plus respecté de tous les monstres lacustres des Premières Nations. Il y a encore, c'est vraiment entendu que c'est comme un esprit protecteur de cette région-là. Puis il est encore considéré là, par les Premières Nations de la région comme un esprit important. Fait que c'est le plus activement euh, le plus activement respecté là, de tous les monstres lacustres. Yes. Memphray, c'est bel et bien dans le lac Memphremagog. Je ne sais pas pourquoi j'ai noté lac Parce que Saint-François. Saint-François, c'est une petite ville qui est à côté du lac Ah, Magog. ben Je peut-être que regarde c'était la des carte. gens Là. qui venaient de là. Il y a le Excusez. lac Saint-François, puis qui se déverse jusque dans le lac Magog, Ah, dans le ouais, lac ça se Magog. pourrait. Ouais, quand même. Quand même, quand même, Yeah, quand même. yeah. Mhm. On peut, si on regarde les autres types de monstres lacustres à travers le monde, le Oui, monde. il y en a quand même beaucoup. Puis, Oui. je ne sais pas si tu es calé. On parlait dans les épisodes précédents, petit moment geek, de World of Darkness.
et des change-formes. Donc, il y a les loups-garous Oui! dans Loup-garou de l'Apocalypse, mais il y a aussi d'autres change-formes, dont les mocolés, qui sont des hommes, en fait, créatures des mers, justement, et reptiles. Puis, en Afrique centrale, il y a le mocolé Membe, qui est un monstre de lac aussi. Donc, ça m'a fait comme penser à ça. Je ne sais pas si c'est la référence officielle du choix de nom, mais je trouvais ça quand même cocasse. Le Mokole Membe, je suis en train de le chercher en ce moment. Ah, mais Donc, tu c'est... as mentionné le Bunyip tantôt, ça c'est plus australien, si ma Oui, mémoire est bonne. oui, c'est un monstre traditionnel australien. Il y en a beaucoup Qui aurait une d'autres. queue de cheval, des nageoires et des défenses de morse. Quand même un peu plus stylé visuellement, on va se le dire. Donc, il se Oui, cacherait c'est... dans les marais davantage qu'un lac à proprement parler, là. Ouais. Oui, c'est des créatures qui... la forme varie, mais l'élément du cheval revient très souvent. Ouais. Et c'est étonnant. Le cheval, c'est pas un animal qu'on associe nécessairement à la mer. Et pourtant, dans une grande partie de ces descriptions de monstres-là, c'est quelque chose qui revient. Oui. Sinon, Oui, dans les mentions honorables, tu l'as bien prononcé tantôt, Jormungand? Jormungandr. Jormungand. Hey, j'ai de la misère, moi, avec les J. Mhm. Aussitôt qu'on n'est plus dans la langue française ou anglaise, je ne sais plus comment prononcer les J. Oui, Donc, Jormungand, qui est un grand serpent aussi, qui a fait partie quand même de la mythologie nordique, là. absolument. Puis Oui, donc, il fait c'est un partie des enfants de personnage. Loki, en fait. Oui, si il y en a qui nous écoutent puis qui connaissent Loki seulement par ses apparitions dans le Marvel Cinematic Universe, Loki avait une forte tendance à avoir des enfants monstrueux. Oui, Il une y en a forte eu beaucoup. tendance, oui. Il y en a eu beaucoup. Le loup Fenrir est un enfant de Loki. C'est le frère de Oui. Jormungand, d'ailleurs. Et ouais, c'est ça. Et ce qui est particulier avec Jormungandr, c'est pas un monstre de lac, mais quasiment parce que il repose au fond des océans. Dans le fond, il est tellement grand qu'il fait le tour de la Terre. Mhm. C'est la caractéristique de Jormungandr, c'est qu'il est C'est ça. aussi large que le monde. C'est probablement le plus grand de tous les monstres jamais représentés C'est ça. ever. Il a entouré le monde à force de trop grandir. Mm. C'est ça. Et Et aussi, dans plusieurs mythes, Jormungand apparaît comme le rival officiel de Thor, oui, ils sont de supposés de se moins. tuer mutuellement Ils se à sont la fin des temps. rencontrés, je trouve ça drôle, ils se sont rencontrés pendant une partie de pêche, les deux. Je trouve ça, je trouve ça drôle de setup. Bref. C'est quoi qui Ouais. se passe dans cette partie de pêche-là? Qu'est-ce que... Jormungand provoquait des raz de marée, en fait, pour essayer de combattre les dieux aux côtés des géants. Puis finalement, il est tué par Thor. Ouais. Mais Thor succombe à son tour après 9 ans, là, empoisonné par le venin Ben, de Jormungand. Donc ça- voilà. c'est ça. Fait que, spoiler, c'est de même que Thor Excusez. meurt. C'est ça. Hey, fait que, ça, c'est sans doute la plus grande créature qui a jamais été représentée dans les folklores. Et Euh, d'ailleurs, oui, Jormungand a un autre nom qui est Midgardsorm, qui qui veut est le dire serpent de le serpent Midgard, le serpent de la Midgard, terre, ouais. parce qu'il a tellement grandi qu'il a fini par se mordre le bout de la queue. Et ça, c'est ça. L'autre nom. Il est rendu, il a trouvé il a fait le tour et il a Il retrouvé fait le son bout tour, de bout. littéralement. Voilà. Je veux parler un peu des origines de Nessie plus particulièrement. Oui, Alors Nessie était considéré comme un Kelpie au départ, mais les premiers témoignages qu'il y ait un monstre dans le Loch Ness, ça remonte en 563. Pas 1563, mais 563, ça veut dire il y a 1500 ans. Euh, c'est un moine irlandais du nom de Saint Colomba qui rencontre les gens qui habitent sur le bord du Loch Ness qui sont en train de brûler un des leurs, ayant été attaqués par une énorme bête résidant sous les eaux. C'est la première fois, c'est le premier récit qui parle d'une créature habitant dans le Loch Ness. Mais le vrai gros punch, la vraie grosse popularité du Loch Ness commence au 19e siècle, spécifiquement en 1817,
où vraiment on certifie la paléontologie comme une science. En Et fait, on appelle ça le terme officiel, là, je l'ai décrit parce que c'est dracontologiste. oh, l'étude des dragons. Ouais, exact. Ça, c'est bon. Et c'est vraiment l'évolution de ces sciences-là qui a et la découverte de fossiles qui a commencé à lancer l'idée dans la tête de tout le monde que peut-être que des créatures préhistoriques avaient survécu et étaient encore vivantes à quelque part. Et ça s'est joint à l'idée du Loch Ness qui a gagné en popularité énormément et ce qui a catapulté le Loch Ness à son statut de superstar, c'est que c'est l'apparition de la photographie. Et spécialement dans les années 30, en 1933, on est en pleine récession mondiale, les gens ont besoin d'un peu de fantaisie dans leur vie, et Alex Campbell, qui est un des journalistes pour le Courrier d'Inverness, commence à faire des descriptions avec photos dans le journal de la créature qui réside sous les flots du Loch Ness. Et c'est dans un journal qui est quand même assez sérieux pour les gens d'Inverness et ça prend de l'ampleur et ça devient de plus en plus une espèce de pilier de la communauté locale, si bien qu'on demande au gouverneur, mais qu'est-ce qu'on va faire à propos du monstre dans le Loch Ness? Et le gouverneur est obligé d'admettre qu'il a posté 5 policiers en permanence autour du lac et qu'il serait notifié sitôt que la créature se pointe et que dès qu'elle apparaîtrait, elle serait aussitôt protégée par un décret. D'ailleurs, ouais, oui. ça, tu rentres un peu dans ma cour, là, pour ce qui Oui, est ok, l'aspect, j'irai pas trop loin, je vais t'en pas laisser grave, pour mais on tantôt. va le dire tout de suite. En fait, la majorité des monts et lacs sont considérés comme des espèces protégées. Greenpeace, d'ailleurs, s'est mêlé de ça Pour dans vrai? plusieurs cas. Oui, parce que sinon, les gens veulent absolument avoir des preuves de leur existence et essayer de chasser la créature. Et il y a à un moment donné un gouvernement qui a dit « Hey, on donne 100 000 $ à la personne qui nous amène une preuve tangible que la créature du lac existe. » Et il y a des gens qui se sont mis à exagérer. Alors Greenpeace est rentré en disant « Hey, une photo, c'est suffisant. OK, gang? Photo, vidéo, c'est suffisant. » Pour pas que les gens se mettent à faire des battues comme des cons. Ben oui, c'est ça, parce que il y a eu des... Mais oui, les monstres marins sont protégés, c'est des espèces protégées, même si l'existence n'est pas prouvée encore. Mais tout ce phénomène-là, par contre, et l'officialisation de tout ça a lancé, ou du moins, ça existait déjà à l'époque, mais ça a vraiment explosé à partir de là, la cryptozoologie moderne. Absolument. Où on a rejoint une étude scientifique de créatures légendaires. Donc les monstres lacustres ont vraiment été instrumentaux là-dedans. Et les choses qui ont... bon, donc en 1933, le Loch Ness était devenu particulièrement populaire, connu à travers le monde. Même le prestigieux journal Nature avait publié des photos et des articles concernant la créature. Wow. Et en 1934, là arrive le coup critique, la finale, la photo du chirurgien la plus connue. D'ailleurs, petite oui. parenthèse pour ce qui est de la véracité Oui, bon. de la photo. Excusez, je n'étais pas sûre de mon adjectif. Donc, en tout cas, le fait que la photo soit authentique, eh bien, à l'époque, les photographies authentiques ne veut pas dire qu'il n'y a pas un trucage derrière, je tiens à le mentionner. On parlera éventuellement, lorsqu'on parlera des fées du peuple féerique, des fées de Cottingler, je crois. En fait, une photographie truquée de petites fées qui a été faite et qui a été officiellement, qui est une vraie photo, donc qui a été officiellement reconnue comme une photo véridique, mais ça n'empêche pas que c'était un montage. Fait que, une photo vraie d'une photo qui est fausse, c'était pas très fiable à l'époque, je tiens à le dire, quand même. Mais cette photo-là est supposée être une vraie photo authentique, là. Oui, et c'était... Quoi? On ne sait pas. C'est la photo qui a supposément été prise par le colonel Robert Kenneth Wilson. Mais...
Plusieurs années plus tard, quelqu'un est sorti de l'ombre en disant non, ça c'est une photo que mon père a prise parce que on avait remis en cause la véracité de ces histoires concernant le Loch Ness. Et c'est un mini sous-marin, un mini flotteur qui avait placé dans le lac et donc il a pris la photo. Sauf que il y a d'autres mondes qui se sont dit non, cette personne-là n'est pas en train de dire la vérité parce que on connaît la personne qui a supposément pris la photo. Et c'est pas la personne qui dit que c'est. Donc, à chaque Je sais pas fois. c'est qui finalement qui a pris la photo. Donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive pour déprouver, il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour déprouver la preuve. Donc, ça arrête pas de se relancer, cette histoire-là. Wow. Et c'est l'histoire du Loch Ness au complet. Parce que depuis, on n'a jamais arrêté les expériences, les apparitions de toutes sortes, les photographies de toutes sortes. Rien n'a jamais arrêté. Parce que même si on est capable assez empiriquement de démontrer qu'il n'y a probablement pas de gros monstres, il y a tout le temps quelqu'un qui dit « Ouais, mais avez-vous considéré que... » Puis là, ça repart. C'est sans fin. Mais c'est ça, je pense, la beauté aussi de la chose, c'est que ça fait juste nourrir le mythe. Oui, et les gens le veulent, et c'est la plus grande force sans doute des monstres de lac, c'est que c'est tellement attirant, c'est tellement stimulant. Pour compléter les origines et passer à la science, il faut savoir que en 1975, il y a des pressions qui ont été faites pour inclure le monstre dans l'acte de conservation des créatures et des plantes du Royaume-Uni. Et pour ça, la chose qui était nécessaire pour qu'il soit reconnu, c'était de lui donner un nom latin, une nomenclature officielle. Et donc, le nom latin du monstre du Loch Ness, c'est le Nessiteras rhombopteryx. Oh, wow! C'est son nom officiel. Super! Et c'est ça. Et avec ça, vraiment, il est sorti du domaine de la légende et est vraiment entré dans le domaine des sciences parce qu'il est répertorié. C'est fou pareil. C'est fou! Et c'est Alors, pour ça qu'on parle de là. Take a picture, it lasts longer. Take a picture of me Loch Ness monster. science! Oh! Science. Ben, tout le monde veut savoir d'où ça vient, c'est comment ça se peut, qu'est-ce qui se passe. C'est sûr que dans notre imaginaire le plus fou, on aimerait ça que ce soit un plésiosaure qui a survécu. Donc, ce fameux dinosaure à nageoire avec un long cou, pour ceux qui ne connaissent pas leur nom de dinosaure, c'est correct. Donc, le plésiosaure, qui serait probablement visuellement ce qu'on s'imagine le plus de la majorité des créatures de lac, comme Nessie et ses acolytes. Mais il y a d'autres explications peut-être un peu plus près de la réalité. Quoique le plésiosaure avait peut-être des habitudes de survie et de reproduction semblables à celles, par exemple, du dragon de Komodo, ce qui fait que ça vit très longtemps et ils n'ont pas besoin d'avoir 60 représentants de leur espèce pour pouvoir perdurer. Donc, ça ne serait pas nécessairement impossible à 100%, mais bon, on s'entend peu probable, mais pas impossible. On aime ça y rêver. Parce que, bon, moi, j'aimerais ça qu'il y ait des dinosaures dans la vie. Un jour, on va en retrouver, ou on va en recongeler, on va en décongeler, ou en tout cas, on verra. Dans tous les cas, dans les possibilités un peu plus près de la réalité, il y aurait les attroupements d'anguilles dans certains lacs. Donc, les anguilles qui se déplacent en bande, qui pourraient donner l'impression de serpents de mer. Les bouts de bois flottants, qui sont quand même... peuvent en confondre plus d'un, mine de rien. De toutes les explications qu'on a données, je pense que celle-là, c'est la plus... peut-être la plus bébête. C'est comme si c'était un bout de bois. Ça peut faire une belle photo, un bout de bois bien placé, au bon endroit avec le soleil couchant, on ne sait pas. Voilà, il y aurait également certaines carcasses de poissons, les brochets aussi, qui sont quand même des poissons très gros avec des dents. Certaines carcasses de poissons, cachalots. Ben là, on parle plus de la mer, là, par contre, carcasses de cachalots et de calmars, hein, qui auraient été interprétés différemment en décrépitude. Sinon, j'ai parlé de brochets, là, c'est ça. Les brochets ont des dents et certains poissons, des très gros poissons comme les brochets, quand il fait extrêmement chaud, vont remonter à la surface et vont faire un peu plus de nage à la surface et vont même parfois sauter hors de l'eau, ce qui pourrait donner l'impression que c'est le coup d'une créature.
Sinon, on a aussi les remontées de sulfure d'hydrogène qui sont quand même assez fréquentes dans plusieurs lacs, ce qui crée des espèces de poches de gaz qui remontent d'un seul coup à la surface, qui peuvent faire des gigantesques bulles, là. C'est comme si ça créait un trou dans Ah l'eau, ouais, ce qui pourrait donner l'impression d'un monstre qui ouvre la gueule ou d'une créature. Mais et en plus de tout ça, c'est parfois inflammable, donc ça peut s'embraser comme ça sans crier gare, et ça, évidemment, donnerait l'impression d'une créature qui pourrait cracher du feu, par exemple, parce qu'il y a quelques monstres de lac qui ont été comme étampés dragons des mers, là, dragons des lacs. Donc, ça pourrait être ça. Mais, moi, ma théorie, avec la Oh! fameuse photo de Nessie, Ok, qui allons-y. est la plus loufoque, mais en même temps, visuellement, bon, pour les courageux, vous irez googler ça si vous voulez. Mais c'est clairement, je pense, la théorie la plus folle, mais en même temps, visuellement, je trouve que c'est la plus plausible. Là, C'est que c'est ce quoi, serait. là? C'est que Ben, je en suis fait, ben encore là, intrigué. non, ça marche pas parce que c'est dans les lacs. Mais peut-être, écoute, je vais parler Ça prend dans des quelques baleines. instants. Ça prend des baleines, donc Ça ça prend des marche pas. baleines, pourquoi? Qu'est-ce que Des c'est? baleines. Mais en tout cas, une des théories que je trouvais quand même pas folle, c'est il y a certaines baleines qui remontent à la surface et qui nagent sur le dos, et on peut parfois apercevoir leur pénis. Et un pénis de baleine, pour de vrai, ça ressemble à la photo de Nessie qui a été considérée comme véridique. Mets ça dans l'ombre, puis ouais, ça a vraiment l'air d'un serpent. Donc, c'est ça, c'est un peu comique dit de même, mais c'est une des théories qui est sortie sur la table que je trouvais pas si folle, mais quoi qu'il faut que ce soit dans la mer, faut pas que ce soit dans les lacs. Mais non, mais je t'arrête tout de suite car ça fait partie des le beluga ou marsouin s'étant égaré loin des mers fait partie des théories en vogue pour le Ah Loch oui, Ness. ben, Oui. ça fait bien du sens alors, ça se pourrait très bien. Et oui, et c'est d'ailleurs ça. Wow, ok. Bon, eh oui, Je trouvais que on est là, on est là-dedans. ouais, mais je trouvais que le bout de bois c'était comme ah ouais, c'est un peu décevant, mais le coup du pénis de baleine, ça c'est Ça, c'est ok, surprenant. ça c'est hardcore. Ça. C'est pas Mais, drôle. je voulais parler un peu de la situation particulière du Loch Ness parce que Oui. le Loch Ness lui-même, pour ceux qui sont déjà allés en Écosse, c'est un lac qui est très très long. En fait, il est tellement long qu'il fait presque à lui tout seul la moitié de la largeur du pays. Et depuis le début du 20e siècle, il fait partie du canal de Calédonie, c'est-à-dire le grand canal qui va traverser littéralement le pays d'un océan à l'autre. Et ça veut dire que, et ça a amené plusieurs personnes à penser que ça serait pas impensable qu'il y ait une créature marine qui ait pu s'infiltrer dans le lac. Bon, c'est C'est sûr que vrai. le canal n'existe pas depuis aussi longtemps qu'on parle de Nessie, mais les théories comme quoi il y aurait peut-être une espèce de réseau de cavernes sous-marines. Il y a beaucoup de roches, il y a beaucoup de granit dans cette région-là, ou de la roche un peu plus poreuse qui ferait en sorte que tu pourrais avoir des cavernes qui se forment. Et comme le lac est si grand, il n'y a pas une si grande distance à couvrir jusqu'à la C'est très mer. cool. Moi, je trouve ça très cool. Puis il y a beaucoup de lacs qui sont très profonds, dans lesquels on n'a pas pu aller jusqu'au fond ou qu'on n'a pas tous les recoins de visiter. Donc, c'est le fun d'encore avoir le droit d'imaginer que ça se peut, tu sais. Mm. Puis oui, et même pour les lacs canadiens ou même les lacs russes, on a une particularité que, et la même chose pour les lacs en Écosse, remarque, c'est que ce sont presque tous des lacs qui se sont formés à la suite de la dernière ère glaciaire. Donc ça aurait été très possible à un certain moment que la mer se rende là et que les animaux qui étaient à ce moment-là dans cette région aient resté pris sous la glace et aient dû s'adapter à un nouvel environnement. Et ça, c'est la théorie, la grande théorie en vogue, c'est que depuis la fonte des glaces, les animaux qui étaient jadis des animaux marins auraient pu trouver une manière de survivre dans des environnements plus restreints comme des lacs. C'est hot. C'est hot, exactement la raison pour laquelle le débat n'arrête jamais. Il y a tout le temps Ouais, quelqu'un qui arrive à « Mais avez-vous pensé à ça? Avez-vous pensé à ça? j'adore ça. Ouais, » Et, et donc, c'est ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Il y en a partout des monstres marins en plus. J'étais en train de lire, mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur le sujet, mais il y a en Argentine Nahuelito, qui est un monstre. Nahuelito!
Nahuelito! C'est un petit Nahuel. On a le goût de faire des, Oui. des accents, mais qui est aussi, qui serait aussi découlerait du plésiosaure, donc qui serait un peu comme Nessie, en même gang que Nessie. C'est vraiment fascinant de voir à quel point chaque lac a son monstre, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'attrait touristique derrière ça. Ben Parce oui. qu'imaginez que vous êtes dans un coin un peu perdu, vous êtes, je sais pas, le maire d'une ville tranquille, ça manque de touristes. Quoi de mieux qu'un monstre dans votre lac pour attirer les curieux? En tout cas, Ben, pensez-y effectivement. bien. Mais effectivement, et c'est ça que je disais au début quand je disais c'est probablement le seul monstre dont tu peux voir les effets sur le produit national brut. Ouais. Parce qu'il y a effectivement un attrait touristique sérieux. Euh, tellement sérieux en fait c'est sans doute le monstre qui a déclenché le plus de innovation scientifique pour le trouver. Nessie, entre autres, a été littéralement pourchassé jusqu'au fond des eaux. En 1989, ils ont fait l'opération qui s'appelait l'opération Deep Scan. Wow! Oh, Deep C'est techno. Oui, ils ont ratissé le lac avec des bateaux avec des sonars qui braquaient vers le bas. Ils sont passés le lac d'un bout à l'autre. Wow! Tout ce qui mesurait plus de 1 mètre était automatiquement ramassé par les sonars. Et ils ont trouvé des choses. Ah oui? Sauf qu'ils savent pas ce que c'est. Ça aurait pu être des branches, ou un tronc d'arbre dans le fond de l'eau. Mais ils ont trouvé des choses. Et Belle chose. et rien n'est concluant. Ce qui continue encore le débat. Et qui fait que, très récemment, 2019, le professeur néo-zélandais Neil Gamal a décidé de cataloguer les échantillons d'eau trouvés dans le Loch Ness pour en extraire les morceaux d'ADN pour les excréments de poissons, ou etc. Et il a fait un décompte de toutes les espèces connues qu'ils ont trouvées. Il n'y a pas d'esturgeon, il n'y a pas de poisson-chat, il n'y a pas de brochet. Il y a une quantité anormale d'anguilles. Ah! Et en fait, peut-être une très très grosse anguille. Ça se pourrait. Donc, Il y a des espèces qu'on connaît pas encore, tu sais. On sait et pas. c'est devenu maintenant comme la théorie. Mettons la une plus très importante. grosse anguille des profondeurs qui s'est retrouvée pris avec un lac qui finalement, il n'y a plus de. Tu sais, hein? On mélange une coupe d'affaires, ça se pourrait peut-être. Passe des choses. Ah oui! Hey, moi, je peux-tu? Oui. Ben, je veux pas t'interrompre là-dedans. J'ai juste une dernière information. Vas-y. La dernière donnée scientifique que j'ai sur les monstres de lac qui sont pas le Loch Ness, c'est le chercheur Ed Grabianowski qui a fait une étude je ne veux pas dire une étude longitudinale, mais une étude à large déploiement à propos des lacs où on retrouvait des monstres versus les lacs où on retrouve la loutre commune. Oh! Et il semblerait que les deux sont très, très, très similaires. Ah oui? Alors, comment expliquer cela? Eh bien, de un, probablement que les monstres de lac adorent la chair de loutre commune, ou sinon, c'est que des loutres qui nagent en file, ça ressemble étrangement à un serpent de mer. Et ça fait ce même genre ouais. d'ondulation à la surface de l'eau. C'est vrai. C'est vraiment intéressant. C'était ma dernière petite information scientifique. Wow! Hey, c'est super. Mais moi, j'ai vraiment envie de faire un shout-out au monstre lacustre le plus bizarre de l'univers. J'oserais dire l'univers. Tabarouette. Ben oui, parce que j'ai fait des recherches sur qu'est-ce qu'il y avait de différent, voir, tu sais, à part les monstres serpents à tête de cheval, il y en a beaucoup. Plésiosaure, il y en a beaucoup. D'ailleurs, le plésiosaure, c'est quand même peu probable parce que ça aurait la taille d'un petit poney. C'est pas si gros que ça, un plésiosaure, si vous regardez là, vos tailles de dinosaures. Oh non, ça veut dire que le petit toutou qu'on se sert pour les enfants dans l'eau, le petit ballon gonflable en forme de Nessie est la même taille que Nessie. Non, mais un petit poney, là, c'est plus gros, c'est plus gros qu'un chien, mettons, mais c'est pas si gros que ça comparé à un humain. Donc, j'ai des doutes sur... Mais il y a peut-être d'autres espèces là, de plésiosaures aussi, là, ou des dérivés d'eux. Là. Ça s'en vient tellement dans les Mais gros, ça. le plus weird que je trouve vraiment fabuleux, et je l'ai découvert en faisant des recherches pour l'émission, c'est l'évêque marin.
Donc, clairement, le clergé s'est mêlé un peu des légendes. Hein, tôt ou tard, il s'approprie les affaires. Et je ne sais pas qui a pensé à ça, mais c'est exceptionnel visuellement de quoi ça a l'air. C'est pas très, très élégant. Imaginez un genre d'homme poisson habillé en pape, en habit d'évêque. Là. Donc, il y a même un nom scientifique, Episcopus marinus. Donc, mentionné pour la première fois en 1517 par Cornelius Aurelius. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait cette journée-là, mais qui le décrit comme un poisson merveilleux en tout point, comme un homme qui comprend le langage des hommes sans le parler et qui a des attributs d'évêque, notamment la mitre et un chasuble, donc susceptible d'être soulevé jusqu'au-dessus des genoux. Fait que c'est comme un évêque avec la soutane en haut des genoux. C'est ça, c'est vraiment spécial. Puis, ouais, puis voilà, donc qui a été présenté au roi de la Pologne en 1431 avant d'être, à sa demande, rendu au flot pour ne jamais réapparaître. Donc, c'est quand même flyé. Tu dis ne jamais réapparaître, mais à partir de 1569, on se met à le voir apparaître sur les cartes du monde, dans les eaux. Oui, visuellement, il fait vraiment penser. Moi, je pense que ça a été une inspiration pour le peuple des Zora dans Legend of Zelda. Ah oui, c'est vrai, ça a l'air d'un Zelda, Zora. parce que ça ressemble un peu à. Ouais, visuellement, il y a comme une recherche là-dedans. Mais c'est space de dire que c'est un évêque là, marin, C'est un effet carrément. C'est. Ouais, ils en ont fumé du bon. Écoute, j'essaie. Mon esprit essaie de savoir comment ils sont arrivés à cette Je explication-là. ne sais pas. Mais Je je pense sais que pas. je vais laisser Écoute, le monde me surprendre. dans le texte que j'ai trouvé, ils disent qu'il aurait été, par souci de crédibilité scientifique, il aurait été plus ou moins amputé ou déformé par plusieurs naturalistes. Parce que c'est ça fait juste pas de bon sens comme description, on va se le dire. Mais ô combien sympathique et douteux. Vraiment, c'est ça. Sympathique et douteux, ma foi, c'est comme ce qui nous Ça se relie peut. à la... Ça se peut. C'est comme le Kelpie qui répare ses culottes sur le pont. Là. Ah, ça, ok, là tu m'as, par exemple. Là, Sympathique et douteux. Sympathique On et aime bien douteux. les Kelpies, mais qu'est-ce que tu fais là, puis pourquoi tu te parles à toi-même? Ah, bon, tu vis ta vie de Kelpie. Hein? Comme tu as On dit, jugera pas tes probablement, mœurs. c'est probablement le Kelpie de la rivière Saint-Charles qui fait Oh sa mon Dieu, job. hey, c'est sûr qu'il y a des Kelpies dans la rivière. Et accrochant la rivière Saint-Charles au passage, je pense qu'on s'est rendu à parler de la culture. Ouh, ouais. His mother was a polly, his father was a wayline, so he was little bit of talk on his gay line. Want to find the Yoko Poco while he's playing on his old banjo. Ok, alors, dans les œuvres parlant des monstres lacustres, bien sûr, on a parlé des certains contes et légendes parlant des Kelpies, parlant des autres choses, mais vraiment, pour le monstre lacustre moderne, ce qui est presque indissociable, ce qui même, je dirais, a contribué énormément à l'image, ce sont les œuvres du 19e siècle de Jules Verne ou de Conan Doyle, spécialement celles qui parlaient des dinosaures et du fait qu'ils restaient quelque part sur Terre, un monde perdu. D'ailleurs, le monde perdu de Arthur Conan Doyle, qui a été repris par la suite par Spielberg, en fait par Michael Crichton avec Jurassic Park, qui présumait qu'il existait encore sur Terre un endroit où les animaux préhistoriques avaient survécu et c'est parmi les premières représentations du plésiosaure qui apparaissent dans la culture populaire. C'est là que ça se passe. Même chose pour Jules Verne. C'est juste que Jules Verne était allé un cran plus loin et lui avait spéculé que c'était au centre de la Terre que les espèces disparues s'étaient ramassées, dans le fond, dans les strates inférieures du monde. Lui aussi, il représentait différents dinosaures, dont un dinosaure à long cou, une créature qui n'est pas immédiatement identifiée, mais qui très certainement allait enflammer les esprits, spécialement les esprits qui connaissaient déjà les histoires de monstres lacustres du Loch Ness ou d'ailleurs. Fait que c'est parmi les plus, je dirais, les œuvres les plus marquantes entourant les créatures de lac. Il faut attendre 1934 avant qu'on ait le premier film
officiel qui parle qui parle des monstres lacustres, et c'est je vous le donne dans le mille, c'est The Secret of the Loch. Oh! Oui, c'est ça. Alors, c'est vraiment le premier film qui parlait directement du Loch Ness. Et c'est en 1934, et c'est là qu'on y représentait vraiment un plésiosaure, une créature extrêmement difficile à trouver. Mais ce qui est étonnant, c'est déjà dans ces premiers films-là, un des aspects fondamentaux du film, c'était le scepticisme de la communauté scientifique, et qu'il y avait quelqu'un qui allait mener l'expérience jusqu'au bout, jusqu'à trouver le monstre lui-même. Super. Et je veux au passage parler de... J'ai retrouvé mes... Faut qu'on a pas de plaisir. Faut que je retrouve mes notes. Je veux parler de King Kong. Oui! Hey, mais Godzilla! Et on va faire un crush avec Par Godzilla. King Kong, on n'a pas le choix, il faut qu'on parle de Godzilla, je l'aime tellement. Ben, je pense qu'on va pouvoir aller là. Je vais commencer par King Kong en 1933, parce que King Kong était un des premiers films, juste un an avant la sortie du Secret of the Loch. C'était un des premiers films, et c'était le premier vrai gros blockbuster international de film qui a fait sensation à travers le monde. Et c'était une des premières représentations à l'écran de dinosaures animés, comme King Kong lui-même. Il y a dans le film une scène où on voit un dinosaure à long cou qui est pas vraiment une espèce identifiable, mais ce dinosaure-là, par la suite, à partir du moment où ce dinosaure-là est apparu sur les écrans, on s'est mis à se rendre compte que les histoires de monstres marins, de monstres lacustres commençaient à ressembler étrangement à la description de ce dinosaure-là. Même des sketchs qui ont été faits qui étaient presque point par point cette image du dinosaure de King Kong à long cou qui mange un des explorateurs dans le film. Et donc, on peut dire que King Kong et l'apparition des dinosaures à l'écran a vraiment aidé la recherche et l'intérêt pour les monstres de type lacustre, les monstres de type plésiosaure, dans le fond. Et tu fais bien de le mentionner, parce que je ne l'ai pas dans mes notes, mais c'est vrai que c'est important de parler de The OG, The Old Godzilla. Écoute, mon amour des dinosaures et Godzilla aussi, là, c'est le monstre de mon enfance. Là. J'ai écouté toute la série animée, j'ai adoré les vieux films. Ah, écoute. Et Godzilla, Godzilla, c'est pas essentiellement un monstre de lac, mais il requiert... Il reprend... C'est un iguane qui a muté, Godzilla, là. Dans une des versions Godzilla, c'est ça que c'est. Donc, ça pourrait être une mutation peut-être d'une créature aquatique. Mais tu m'as dit qu'il y avait aussi certains monstres. Il y avait un documentaire qui avait associé les monstres lacustres à la radioactivité ou à des expériences dans nucléaires. Les théories un peu plus près du conspi, il y a beaucoup d'expériences scientifiques qui ont mal tourné, autant que créatures justement reptiliennes qui auraient été en contact avec la radioactivité. Donc, c'était quand même dans les hypothèses, mais on met des gros guillemets ici, c'est quand même dans le moins probable. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans le... Mais ça nous ramène vraiment... Mais oui, ça fait penser à Godzilla. Oui, c'est ça fait penser à Godzilla. Ça nous ramène vraiment à cette idée d'une créature... une créature jurassique, un dinosaure qui aurait été littéralement recréé à partir des expériences, des erreurs humaines. Et ça, ça m'amenait, je vais donner une mention spéciale à Jurassic Park et sa plus récente version, Jurassic World. Parce que dans Jurassic World, il y a une représentation d'un dinosaure aquatique qui est le plésiosaure. Pas le plésiosaure, c'est la plus récente, c'est pas l'avant-dernier? Oui, pardon, l'avant-dernier. Mais c'est... Je vais regarder. C'est pas celui-là avec Chris Pratt qui fait « Wow! Wow! » C'est pas celui-là. Pas mal sûr que c'est celui-là avec Chris Pratt. Je pense que Chris Pratt, il est dans les deux. C'est l'autre d'avant. Ok, c'est moi qui ai mêlé. C'est...
Oui, c'est le mésosaure. Et le mésosaure, c'était le plus gros carnivore aquatique, le plus gros dinosaure. En Oui, fait, je celui pense que- qui a un cou beaucoup plus large, plus court aussi. C'est ça. Oui, Avec une très, très grande bouche de baleine. Là. spoiler, c'est le dinosaure qui gagne à la fin. Je sais pas comment appeler ça, mais un peu dans Jurassic Final Park. boss. Oui, c'est comme le final boss. Parce qu'il y a un gros méchant dinosaure dans Jurassic World et il se fait manger par le mésosaure. Ça veut dire que c'est le mésosaure qui gagne. Je me Ça veut dire- souviens de ça. Et je pense que derrière ça, il y a l'idée que la créature aquatique est toujours plus mystifiante. Ouais, on peut pas l'attraper, on peut pas, on n'a pas de certitude. C'est ça qui est Et c'est bien. ça, on ne sait pas, il est plus épeurant parce qu'on le voit pas, mais en même temps, il est fascinant, puis il devient énorme, énorme, énorme. Euh, et donc, c'est ça. Ce sont les films et les livres qui parlent de monstres lacustres. Souvent, sont des films et des livres qui parlent de dinosaures, ou qui parlent de choses comme ça. Et aussi Godzilla. Je reviendrai te chercher sur un dinosaure, mes chéris sèches et jolis yeux. Mais on parlait de culture populaire tantôt, puis moi Oui. je tiens à dire que la Press, c'est mon Pokémon préféré. C'est quand même une représentation de Nessie. Oui! Ah! Les Pokémon! Les Pokémon! Mm. Il y a même un Pokémon Nessie. Voilà. Mais c'est vrai que on n'en a pas parlé depuis le début de l'émission, mais honnêtement. Et dans Les Simpsons aussi, il y a un épisode avec Nessie. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Ben, Nessie s'est introduit dans des endroits complètement bizarres. C'est introduit dans des séries qui avaient presque rien à voir avec le Loch Ness au départ. Dans les Simpsons, comme tu as dit, je pense qu'il était dans un épisode de Supernatural. Il était Sûrement dans South Park aussi. sûrement dans South Park à un moment donné. C'est tellement devenu une créature. C'est iconique, on va se le dire. Oui, il est tellement iconique que ça s'est introduit partout et c'est même plus surprenant à la limite. Et c'est pour ça que moi, pour l'épisode d'aujourd'hui, il fallait que je trouve quelque chose comme une recommandation et j'ai fait y a-t-il quelque chose, un film que je peux pas. Et j'ai trouvé un film que j'ai vu quand j'étais jeune et c'est ça va être ça ma recommandation pour le public, mais je sais pas si c'est bon. Je l'ai pas re-regardé. Je soupçonne que c'est pas très bon, mais je vais le recommander pareil parce que ça parle non seulement de monstres lacustres, mais ça parle aussi de la magie que ces créatures-là ont sur nous. C'est un film qui s'appelait en français Le secret du lac. Je sais pas si tu as vu cette affaire-là. Oui, j'ai vu ça! Ok, Puis, ça fait longtemps, je m'en souviens pas bien, là. Mais oui, je l'ai vu. et là, je l'ai. Ça donne le goût d'avoir un monstre dans la maison. C'est un film qui est sorti en 1986 qui a été produit. Et je sais pas d'où ça vient, ce film-là. Moi, dans ma tête, c'était fait en Afrique du Sud. Mais c'est peut-être australien aussi. Ah oui, ok, parc naturel australien. Oui, c'est ça. Donc, ça parle d'un petit gars qui va trouver une espèce de vieille carrière dans laquelle réside une créature lacustre. C'est une vieille carrière, il y a un lac qui s'est accumulé dans le fond, et c'est là qui supposément réside le monstre qui s'appelle le Donkey Chin. Et le Donkey Chin, c'est le monstre qui va créer un effroi monumental dans la ville parce qu'on va trouver des corps sur le bord du lac et des corps calcinés des fois et on voit dans le film une espèce d'immense créature qui semble vouloir émerger de l'eau mais qui émerge jamais totalement. Et ce que j'aimais de ce film-là, c'est que à la fois l'explication scientifique et l'explication mythologique étaient vraies. Les deux étaient vrais. Et je trouvais que c'était très original comme film pour savoir qu'est-ce qui se passe vraiment avec les monstres lacustres. Mais c'est ça, je vous le recommande. Ça s'appelle Le secret du lac en français, mais le titre original, je vais essayer de vous le retrouver et de vous le mettre, mais j'ai de la misère. Même IMDb n'est pas capable de m'aider sur ce coup-là. Mais c'est ça, je vous recommande de le retrouver. The Quest, que ça s'appelle. Ah, voilà. Frog Dreaming.
Voilà. Réalisateur Brian Trenchard Smith. Et que j'ai trouvé. Voilà. Ouais. As-tu des... D'ailleurs, Oui. en fait, on parle de monstres marins et de monstres de lac, et Oui. ça me fait penser à la peur qui s'appelle la thalassophobie, Oui. qui est la peur des profondeurs. Moi, j'ai un Donc, peu ça, moi. ça s'applique avec les lacs, mais je trouve que c'est moins Oui. effrayant dans un lac que dans l'océan, mettons. Dès que l'eau est noire. J'ai l'impression, ou pire, quand tu vois le fond, ça peut être plus épeurant même. Quand tu vois au travers de l'eau, là, tu vois comme le... Quand l'eau est très claire. Ouais. Dans les Ah. Caraïbes, moi, je suis allée plonger, puis je peux te dire que c'est impressionnant. Quand tu nages, là, puis tu dépasses un petit coin de corail, puis là, ça descend, puis tu peux pas voir au fond. Là, c'est là que tu as l'impression que tu vas te faire Comme avalé par les quelque chose- profondeurs. quelque chose de tragique. J'ai vu un requin, d'ailleurs, je peux te dire, je revirais de bord assez vite. Tant vulnérable, un peu. Ben, on s'entend, les requins ne sont pas dangereux pour la plupart, mais c'était un requin marteau. Puis je connais mes sortes de requins suffisamment pour savoir que ça fait partie des 10 espèces qui peuvent s'attaquer à l'homme. J'ai juste reviré de bord. Même si tu as beaucoup plus de chances dans la vie de recevoir une noix de coco sur la tête que de te faire attaquer par un requin, on va se le dire. Donc, pour les gens à la maison qui ont peur, faites-vous-en pas. Très peu probable. Mais quand même, ça m'a fait penser à cette phobie-là. Donc, la peur des profondeurs. Oui, Parce que les lacs, souvent, c'est opaque aussi, on voit pas, on sait pas. c'est ça. Puis moi, je me rappelle, moi, je souffre un peu de thalassophobie, pas au point de pas vouloir nager dans le lac, mais j'avoue que le vertige me pogne quelquefois là, quand on est dans le milieu de l'eau. Ouais. Et il y a comme un subreddit qui est un sous-forum de Reddit qui est entièrement dédié à la thalassophobie, qui va vous donner un petit vertige si jamais vous allez y jeter un coup d'œil. Puis si vous faites frôler une jambe par un brochet, je peux vous dire que vous allez avoir la peur de votre vie. Parce que ça aussi, ça m'est arrivé. Je suis allée où je vais avec mes amis depuis 15 ans. Un brochet, un gigantesque brochet avec des dents qui a remonté à la surface parce qu'il faisait extrêmement chaud. Tu sens quelque chose qui te frôle, tu vois un brochet qui passe, tu fais « Ah! OK! » Ça va te mettre... J'ai arrêté de respirer, je capote. Ça, c'est... J'ai plus eu peur du brochet que du requin, dans le fond, avec du recul. Mais le brochet, il est allé proche en maudit. Ouais, c'est ça. Ah. Puis tu l'as pas vu venir. Non, j'ai pas vu. Non, je peux te dire. C'est ça qui est le pire. En fait, c'est ça qui est à la fois le pire et le meilleur à propos des monstres comme ça. C'est ceux que tu ne vois pas qui sont les plus intenses. C'est très vrai. Parce que là, toute l'imagination peut suivre son cours. Ouais. Sabrina, j'ai donné mes recommandations. Je pense que nous pouvons clore ce chapitre. Oui, parce que j'en ai pas. En fait, c'est pas vrai. J'ai une mini recommandation connexe aux monstres des lacs sans pour autant être directement liés. Si vous avez l'occasion de lire le roman de Jurassic Park, très, très différent des séries de films, très, très bon, beaucoup plus de stock aussi à l'intérieur. Moi, j'ai redécouvert des choses et ce qui est vraiment effrayant de ce roman-là, c'est que quand tu lis ça, à l'époque, c'était de la fiction et aujourd'hui, c'est réalité. À l'époque, le clonage n'était pas où ce qui est aujourd'hui. Il y a plein de trucs. Tu vois que l'écrivain de ce livre-là voyait vraiment loin dans le futur puis il ne s'est pas trompé sur une couple d'affaires. Alors, à savoir après si on se rendra à avoir des dinosaures... L'histoire ne le dit pas encore, mais quand même, j'ai adoré le roman, puis je vous le recommande si vous avez Je peux vous l'occasion. garantir qu'il y a au moins un généticien dans le monde que c'est son but. Ben, on a cloné des chameaux, des chacals, on a cloné beaucoup trop de sortes d'animaux différents. Pour vrai, là, il y a une liste de clonage, là, puis on est rendu pas mal plus que juste une brebis. Là, fait que j'ai hâte de voir ce qu'on va être capable de faire dans le futur. Ça fait peur un peu. Bref. Ça fait assez peur pour être un monstre dont on va parler dans le futur, je pense. Ah ouais. Ah. C'est vrai, on n'a pas mis dans notre liste des trucs un peu cybernétiques. Ou de Oui, trucs. sont pour ceux qui nous écoutent, on a plusieurs groupes de monstres et il y en a qui s'en viennent des monstres plus science-fiction. Ça va valoir le détour, je pense. Euh, Hey, merci Simon, c'était super. Belle édition, je pense qu'on... Merci Sabrina, merci beaucoup. Merci d'avoir fait revivre en moi un peu la thalassophobie. Tout ça pour ça, désolé. C'est pas ça. Je ne regrette rien. On se revoit le 20 septembre pour la prochaine pleine lune. On va se garder encore une fois le secret de notre prochain monstre. Et plus on s'achemine vers l'Halloween, plus on va aller chercher dans les gros. Alors, je vous souhaite la prochaine fois. Je dis au revoir Sabrina.
Salut Simon, à la prochaine!